Merci beaucoup pour l'invitation et merci à Bruno qui vous a mis en place les choses. Et je vais vous montrer qu'on est dans un monde où tout est plus complexe. Et je vais essayer de vous amener. Honnêtement, on n'a jamais vu en médecine un tel progrès. On est arrivé, moi j'ai commencé les pathologies en 1987. On était, pour que vous le sachiez, elle s'appelait non A, non B. C'est le premier virus qui a été découvert en biologie moléculaire, qui n'a pas été vu. C'est un criblage de banque de données de chimpanzés qui avait été infecté. Ça, c'est un premier point. 90, l'interféron marche. On était à 4%, 3 mois. Et vous êtes maintenant, 20 ans plus tard, à presque 100%. Je ne crois pas qu'on aura vu un tel progrès en médecine sur la dernière décennie. Et c'est évident qu'on va en parler parce que le monde est plus complexe. Bruno a bien résumé les choses, mais je vais vous montrer deux, trois éléments qui poussent au traitement universel. On va y venir. Et en fait, on est maintenant avec des traitements qui sont bien tolérés. Il y a un raccourcissement de durée de traitement. On a amélioré le taux de réponse virologique et les effets indésirables sont moins fréquents. On a des données des données d'efficience en population générale, parce qu'il y a des grandes cohortes qui ont été publiées, pas sur les derniers schémas thérapeutiques, mais sur le schéma sofosbuvir. L'efficacité est identique à celle qui est observée dans les études pivotales. Donc on est avec des produits qui marchent aussi bien quand ils sont utilisés en pratique générale. Alors, ce que je vais essayer de vous faire bien comprendre, c'est pour que je diminue une mortalité dans une maladie, il faut que je traite beaucoup. Alors avec Sylvie Defic, parce qu'en fait on a dans notre groupe deux groupes, il y a un groupe qui travaille sur le co-efficacité qui est c'est Yazdan Pana, qui est un virologue qui travaille sur ce co-efficacité, et moi je travaille sur le coup plutôt sur la mortalité, d'accord? Donc avec Sylvie, qui est la mathématicienne qui nous gère, on essaie de répondre à la question. Vous allez voir que les mêmes, suivant que vous regardez un problème par un point ou par un autre, vous arrivez à des conclusions qui ne sont pas différentes, mais qu'il faut prendre en compte dans une décision qui va être politique après. Alors on va les pas à pas. Ça, c'est la performance. On a fait un travail sur l'Europe. La performance des pays européens dans leur aptitude à diminuer. Donc ça, c'est une diminution d'incidence de la cirrhose avec le traitement. D'accord? Et vous voyez que les plus mauvais élèves, le meilleur élève, il y en a deux. C'est la France et l'Allemagne pour deux raisons. C'est des pays qui, quand il y a eu, c'est l'époque des schémas basés sur l'interféron, ils avaient dit, vous pouvez traiter tout le monde, alors que c'est un parcours du combattant. Par exemple, en Belgique, vous voyez que la Belgique, elle faisait, avant, quand on utilisait ce qu'on appelle la bithérapie interféron plus ribavirine, vous voyez que par rapport à la Belgique, la diminution de nombre de cirrhoses était de 13%, alors qu'en France, on était déjà à 24%. À l'époque, en Belgique, pour être traité, il fallait faire une biopsie, il fallait que vous ayez une activité supérieure à F1, alors qu'en France, vous pouviez traiter sans biopsie et sans que le malade ait une pathologie sévère. Et même avec des traitements qui étaient moins efficaces, vous voyez qu'on était déjà en France avec une différence qui était importante. Et si on avait fait avec Sylvie simplement une hypothèse qu'on augmentait de 50% l'accès au traitement, parce que bien entendu on traitait moins quand même, parce que c'était des traitements moins bien tolérés, donc les cliniciens avaient quand même une sorte de réticence à traiter les patients, et on a montré que si vous augmentiez, vous voyez que par exemple, vous seriez arrivé en France dans un schéma, si on était resté sur ces schémas dans le génotype 1, avec cette fameuse triplette qui était à l'époque interféron ribavirine plus une antiprotéase, eh bien, vous voyez qu'on augmentait la diminution d'incidence de la cirrhose de 34%. Les décès, c'était la même chose. Hein, je vous ai mis qu'une diapo. Et vous voyez que par exemple, un pays comme l'Angleterre, qui était vraiment dans des problèmes de coût-efficacité, je ne traite que les plus graves, et etc., ils allaient avoir une diminution de mortalité qui était très faible. Donc là, par exemple, regardez l'Italie et l'Espagne, sont deux pays où il y a une épidémie d'hépatite C qui est 3 fois plus importante. Ils vont avoir une mortalité qui va continuer de monter parce que l'accès au traitement est limité dans ces pays pour des raisons de coût qui ont été évoquées plus précédemment par Bruno. Alors, l'un des points qu'on a eu quand on a eu cette discussion sur le papier qu'a cité Bruno dans l'équipe, c'est que je disais à Yazdan, l'un des points qui est majeur, c'est que n'oubliez pas que quand vous dites « je ne traite un malade que s'il est plus d'une fibrose à 2, hein, c'est-à-dire qu'on a une échelle qui va de 0 à 4, hein, pour bien vous rappeler, 0 c'est un foie normal, 4 c'est la cirrhose, d'accord? C'est que vous partez de la probabilité que vous êtes capable de classer les malades. Or, en fait, on utilise des méthodes qui sont des méthodes non invasives qui ont des marges d'erreur. Donc, ça veut dire que quand je dis à un malade qui vient à ma consultation, vous êtes F2, j'ai une marge d'erreur. Par exemple, regardez, si le malade est réellement F2, c'est-à-dire que vous avez une biopsie, vous êtes sûr qu'il est F2, et en plus il faut une biopsie de 10 cm, hein, parce que je ne vous parle même pas des marges d'erreur de la biopsie, donc restons dans un monde déjà simple. Vous avez une biopsie, vous êtes réellement F2,
La probabilité que le FibroScan vous trouve F2, c'est 53%. Donc, un malade sur deux qui est fibrose F2 ne sera pas traité parce que je me suis trompé à cause de la méthode. Et la méthode, le fibrotest, par exemple, qui sont des bonnes méthodes aussi, les patented, ce qu'on appelle, elle est bien, mais vous êtes aussi avec une marge d'erreur de 40%. D'accord? Et regardez, ce qui est redoutable avec ce type de classement, c'est que vous avez des malades qui sont F3, que vous allez classer à plus d'F2 à 80%. Autrement dit, cependant, 20% des gens qui sont à un pas de la cirrhose ne vont pas être traités avec la méthode. Et donc, il y avait une confusion entre dire, et c'est pour ça que le rapport Dumont était un rapport sur lequel on a vraiment dit il faut être prudent, parce qu'on est en train de faire comme si on est capable de classer les malades et on ne prend pas en compte la marge d'erreur. Quand vous faites ça, vous arrivez, ça c'est les seuils qui ont été utilisés. Alors, on a travaillé avec des gens qui sont vraiment les experts de la fibrose en France, Jérôme Boursier, Vincent Leroy et Laurent Castera. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup publié sur le domaine et qui nous ont donné toute cette marge d'erreur. Et quand vous arrivez à ça, vous dites finalement, j'ai deux schémas, et c'est pour ça que ce type de travaux a été utilisé évidemment pour dire qu'il faut faire du traitement universel, parce que là, c'est des datas qui sont redoutables quand vous prenez des décisions politiques après derrière. Par exemple, là, c'est votre incidence de décès. Ça, c'est je ne traite pas les malades à 5 ans. Donc, c'était tous les malades qui étaient dépistés en France. Vous ne les traitez pas. On aurait une mortalité de 4%. C'est énorme, hein, 4% à 5 ans. Vous voyez l'importance de se dire qu'il faut quand même traiter des patients. Là, c'est 1,8, c'est un malade rentre dans ma consultation, je tire au hasard, au sort. Celui-là, je le traite, celui-là, je ne le traite pas. Je diminue quand même la mortalité de 1,8%. Et là, j'utilise mes méthodes. Alors, il y en a une qui est catastrophique. Hein. Cette méthode-là, c'est la méthode d'Apri, une méthode américaine. C'est une hérésie, cette méthode, parce qu'elle fait pire que de tirer au sort. Hein. Et en plus, il y a des Américains qui ont longtemps dit qu'il faut utiliser cette méthode. Maintenant, ils ne la ramènent plus beaucoup dessus, puisqu'il a été démontré que c'est une très mauvaise méthode, qui est la méthode d'Apri. Donc, vous voyez que si vous utilisez le fibroscan, le fibrotest, etc., vous allez, en termes de décès, et ça, c'est un point que tout le monde avait pris pour la décision d'F2, c'est que même si vous vous trompez pour le F2, vous voyez que vous utilisez des méthodes, mais c'est aussi bien quasiment que le traitement universel. Donc, si vous regardez ce point-là, ce qu'on a pris toutes les données pas à pas, vous dites, mais en termes de décès, finalement, ça n'a pas d'influence. Donc, il faut rester sur le traitement d'F2. On est d'accord? Je vais pas à pas. Vous êtes d'accord? Puisque là, vous dites finalement, même si vous classez mal vos malades, eh bien, en termes de décès, rien. Le problème, c'est qu'il y avait un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pendant ce temps, il y a ce qu'on appelle la cirrhose qui s'est développée. Parce que vous êtes dans un espace de 5 ans. On a pris 5 ans comme espace en se disant, si les politiques ne bougent pas, si on ne pousse pas pour changer très vite ce traitement universel, qu'est-ce qui va se passer à 5 ans? Vous savez qu'une décision politique, déjà pour le F2, ça a pris 3 ans de bataille, entre guillemets, pour arriver à ce fameux traitement universel qui a été accepté. Mais vous regardez, c'est une hécatombe. Donc là, si je n'ai pas de traitement, un malade sur 10 actuellement dépisté en France, on a pris les malades dépistés, aurait développé une cirrhose. Si je le traitais de manière aléatoire, j'étais à 6%. Si je fais du traitement universel, je suis à 0,7%. Si j'avais un test parfait, c'est-à-dire que j'étais capable réellement de classer les malades, je n'ai plus que 1,5% de cirrhose. Et vous voyez qu'inversement, toutes les méthodes non invasives, les meilleures, hein, fibroscan ou le fibrotest et fibromètre, c'est-à-dire les méthodes sériques, eh bien, vous voyez que vous multipliez votre probabilité de cirrhose par près de 6. Et à partir de ça, vous êtes dans une vraie décision politique. Est-ce que réellement, on peut, dans un pays développé qui a des moyens, dire je ne traite pas de manière universelle. Et c'est pour ça qu'il y a eu des négociations de coûts et qu'il y en aura actuellement avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'il est évident que c'est le traitement universel qui va diminuer la cirrhose, qu'à 5 ans, évidemment, je dis toujours, si vous prenez ça comme curseur, vous ne verrez rien puisque vous regardez que les décès. Vous vous mettrez à 10 ou 15 ans plus tard, eh bien, vos cirrhotiques, ils ont développé des complications et bien entendu, il y aura des influences de décès. Et c'est ce type de données qui ont été bien résumées par Bruno. Vous devez prendre de côté votre mortalité, votre coût-efficacité, et à partir de ça, vous devez regarder les événements, parce que c'est un choix politique et il faut le présenter comme tel. Alors, et en termes de nombre, c'est redoutable. Hein. Ça, je ne traitais pas les malades, j'avais 6000 cirrhoses à 5 ans. Je traite les malades avec le stress inutile, je suis à 1500. Si j'étais capable, et c'est ça que les gens avaient oublié, de classer mes malades parfaitement, je suis à 350, ce que fait le traitement universel, sauf que, comme je ne classe pas mes malades de manière parfaite, eh bien, j'étais à peu près à 700, je doublais mon nombre de cirrhoses sur la période de 5 ans. Et le traitement universel a été retenu sur l'ensemble de ces éléments parce qu'on arrive à dire aux politiques, on vous avait dit du F2, mais très honnêtement, on n'est pas capable de classer les malades parce qu'on a une marge d'erreur dans le classement qui ne permet pas de retenir ces méthodes comme des méthodes suffisantes pour classer les patients. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a deux types de patients. Et là, on a un vrai problème en France. Par exemple, Bruno vous a présenté
le dépistage des patients toxicomanes. En plus, j'avais toujours une blague aussi pour le traitement qui avait été pas universel. Je disais qu'il fallait passer comme au Monopoly, sauf qu'il fallait passer par la case prison pour avoir le traitement. Pourquoi? C'était redoutable comme ça. Alors moi, quand je disais ça, il y a des gens qui me disaient que j'étais d'extrême droite, ce qui n'est pas du tout ce que je suis pour un traitement égal pour tous les citoyens. Je m'explique. Si vous étiez en prison, vous étiez un dealer, vous aviez le traitement. Puisque vous étiez toxicomane, vous passiez par la prison avec la première autorisation de traitement, vous aviez le traitement. Vous arrivez parce que vous étiez, quel que soit votre stade de fibrose, le même citoyen qui n'est pas passé par la prison, qui était transfusé, on lui disait, vous n'aviez pas une fibrose grave, eh bien, vous n'étiez pas traité. J'appelais ça la prime du Monopoly inversé. D'accord? Là aussi, c'était un choix politique redoutable. Personne n'avait regardé ça comme ça. Alors, quand je l'avais dit à cette fameuse réunion en présence du ministre, il y avait des associations des patients toxicomanes qui m'a dit que j'étais quelqu'un d'extrême. Je dis non, pas du tout. Je suis pour l'égalité sur tous les citoyens, quel que soit leur mode de contamination. Donc, il faut faire un traitement universel, justement pour éviter cette sorte de prime suivant l'endroit que vous êtes ou le risque ou pas. D'accord? Donc, ce qui est le deuxième point, parce que vous voyez qu'on est vraiment dans des décisions, les médecins, on est obligés de s'impliquer politiquement dans ça. Quand je dis politiquement, c'est de dire au contraire, il faut que les hommes politiques prennent des décisions pour traiter tout le monde. Quand on a un tel traitement, un tel progrès, tout le monde doit en bénéficier. Deuxième point, n'oubliez pas, un F0, F1, ça ne veut rien dire. J'ai 30 ans, je suis F0, F1, c'est normal. Parce que mais le problème, c'est que je vais devenir cirrhotique avec une probabilité de X%. Et quand on avait pris ce F0, F1, c'est très différent d'un malade de 80 ans qui est F0, F1. Il va mourir de tout sauf de l'hépatite C, ça, on est tous d'accord. Mais vous ne pouvez pas faire des variables de traitement aussi compliquées, parce que le F0, F1, en dehors de l'âge, ça n'avait pas de sens non plus. Donc tous ces éléments-là, le politique, il les a pris en compte en se disant c'est un dossier qui est, excusez-moi, hautement sensible. Parce que s'il n'y avait pas eu le traitement universel, je peux vous dire que les gens qui auraient développé des cirrhoses auraient certainement posé des vraies questions dans les années qui viennent. Et là, on voit bien que l'effet qu'on a oublié du VIH, on l'a tous oublié, mais ça a marqué les hommes politiques. Hein. Personne n'a envie de se retrouver 7 à 8 ans plus tard avec des mauvaises décisions. Ce qui ne veut pas dire que le point de coût n'est pas un point d'importance. Une fois qu'on a dit ça, on voit que, deuxième point, je vais essayer de vous expliquer, j'essaie de faire une présentation en vous donnant d'autres données qui sont complexes, c'est que le dépistage, il y a les toxicomanes, mais ce qui est la proportion de gens qui ne sont pas dépistés en France, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils ont eu des facteurs de contamination. Et c'est la plus grande partie de gens qu'il faudra aller dépister. C'est pour ça que là aussi, l'équipe de Yazdan a proposé le dépistage universel, parce que dans le dépistage universel, c'est tous ces gens qui ont été faire une opération dont ils ne se rappellent pas quand ils étaient jeunes, qui sont restés en réa, qui ont été contaminés à l'hôpital, parce que je vous rappelle que la contamination du C a été extrêmement nosocomiale, et c'est pour ça que le dépistage universel est la seule manière de faire pour diminuer l'incidence de cette maladie, puisque là, pour l'instant, on ne parle que des traités dépistés. En France, il y a 40% de gens qui ne se savent pas porteurs du virus hépatite C. Et donc, voilà ce qui va se passer. Les patients naïfs, bien, vous voyez qu'on en a beaucoup. Ils vont diminuer très vite, mais là, et c'est ça l'énorme bénéfice de ces nouveaux traitements, c'est que ce groupe de patients étaient des malades résistants. Les pré-traités qui avaient eu des expositions, on n'avait rien à leur proposer avant ces antiviraux directs, eh bien, ils vont disparaître très vite, hein, parce qu'on a des nouveaux antiviraux, je vais vous donner le data, qui permettent de les guérir tous. Donc on va avoir une chute brutale des pré-traités, parce qu'on les a, ils sont déjà dans nos fils, ils sont en attente de traitement, il faut simplement maintenant les reconvoquer, et ça par ailleurs on fait ça très mal, mais il faudra qu'on y pense. Donc, si vous regardez la modélisation de tout ça aux États-Unis, alors il y a une grande disparité parce que quand vous poulez les pays, le pays qui est le pire, je vous le montrerai, c'est les États-Unis. Hein. Ce n'est pas par hasard. Hein. C'est déjà pas bien d'être aux États-Unis avec Trump actuellement, mais même avant, ce n'était pas bon. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, je vous rappelle que le traitement est payé par des assurances. Donc, il n'y a pas d'accès universel au traitement. La France, c'est un pays, on oublie toujours, hein, l'Europe, c'est un pays merveilleux pour ça, parce qu'on a un accès universel, quel que soit notre âge, notre ethnie, et nos moyens financiers. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez que dans ces pays, regardez la diminution qu'on va avoir. C'est redoutable. Hein. On passera comme de 420 millions à 70 millions. Mais ça, c'est dans des pays où on a mélangé ceux qui ont un accès au traitement très élevé, qui sont la France et l'Allemagne, et l'autre pays tels que l'Italie et l'Espagne, qui ont décidé pour l'instant de ne toujours pas bouger et de rester sur le F3. Actuellement, l'Italie et l'Espagne, ils ne traitent que les F3, donc leur diminution de mortalité va être très faible, malgré tout. Et donc, ce nombre-là, je peux vous dire que si vous l'aviez classés en termes de pays, la France et l'Allemagne auront très peu de malades qui auront une hépatite C avec cirrhose. On le voit déjà, diminution des indications de cirrhose, de transplantation pour virus C en France, on est à moins 30% déjà, en l'espace de 4 ans. C'est redoutable sur les listes de transplantation, le nombre qu'on a vu de patients diminuer. Donc, le traitement est recommandé pour
les organisations mondiales ont dit, hein, tout le monde, hein, tout le monde est d'accord maintenant, il faut faire du traitement universel. Vous êtes dans un pays sous-développé, la vraie question, enfin, en voie de développement, permettez-moi, je m'excuse pour l'erreur, en voie de développement, la question n'est pas de savoir si vous rajoutez le coût de classer un malade, enfin, vous imaginez, quand vous êtes en Égypte, ils sont à 7% de contamination. Les mecs, ils ont refusé le classement. Ils ont dit, on ne va pas commencer, quand on voit le nombre de malades à dépister pour savoir quel stade de fibrose ils ont, la vraie question, c'est le traitement universel. Ils ont décidé en Égypte, traitement universel. Les gens viennent, quel que soit le stade de fibrose, ils traitent. Ils ne regardent même pas le stade de fibrose. La vraie question, ça va être le coût, évidemment. Le coût et encore le coût. Et il y a des choses que je commence à comprendre. Très paradoxalement, si on se met citoyen du monde, il ne faut pas que les traitements diminuent trop dans les pays riches. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est là que l'industrie fait sa rentabilité. C'est dur comme système. Et c'est comme grâce à ça que les traitements vont coûter moins cher dans les pays en voie de développement. Encore faut-il qu'il y ait une politique mondiale pour pousser vers ça en disant à l'industrie, ça, vous avez bien gagné votre argent avec le développement. Peut-être que maintenant, dans les pays en voie de développement, il faudrait diminuer le coût. Vous voyez, c'est ce genre de discussion qu'on doit avoir. Elles sont beaucoup plus complexes qu'on ne veut bien le dire. Alors, en fait, la FEF, qui est notre association, la maison mère des hépatologues, auquel parfois je ne suis pas toujours d'accord, a dit finalement il faut être pangénotypique. Si elle se piste, il faut avoir une prise par jour, il ne faut pas avoir de rubavirine, il faut une durée de traitement courte. En un mot, quand vous avez dit ça, il ne vous reste plus que deux schémas thérapeutiques, je vais vous les montrer. La réduction de mortalité, elle est claire, hein, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est la qualité de vie, c'est très important. Mais comme je l'ai dit avec Bruno, on en avait parlé, la réduction de mortalité existe chez le F0F1 quand il est jeune, évidemment. Donc le problème de l'hépatite C, c'est que tout le monde ne va pas mourir de l'hépatite C. Je dis toujours aux patients quand ils viennent me voir, c'est comme Minority Report cette affaire. Je vous traite et parmi ceux qui vont mourir, je ne sais même pas ceux à qui j'aurais servi à grand-chose parce que tout le monde ne va pas mourir de l'hépatite C. C'est ça qui est super et en même temps très... Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais aimé avoir le schéma de me dire ce malade-là, c'est celui qui meurt, c'est celui que je préviens. Alors pour un médecin, vous savez, c'est ce qu'on aime. Hein, avoir l'impression de sauver des gens n'en sauve jamais. Mais c'est le seul traitement universel, c'est que vous changez la vie des gens parce que même le F0F1, vous allez diminuer la mortalité parmi ceux qui progresseront, encore une fois, surtout s'ils sont avec un âge jeune et donc en cours d'évolution de pathologie. Donc, si vous résumez les deux schémas, quand la FEF a dit ça, il vous reste deux schémas, Gilead et AbbVie. Alors, Gilead, ils ont le pangénomique qui est le Sofovelpa, c'est 12 semaines. Vous voyez, on n'avait jamais vu ça. Vous êtes à peu près pour tous ces traitements à 98 à 95%. Avec ce fameux génotype qui est le génotype 3 qui reste un petit problème quand même pour le traitement. On va en parler un peu plus loin. Et vous voyez qu'en gros, il y avait une efficacité, quelques rechutes. Et les rechutes, c'est des résistances. Vous voyez, donc on va avoir quand même des malades qui vont être résistants. Et là, il faudra déterminer les traitements. C'est peu de malades, mais c'est des malades qui vont être des vrais problèmes. Alors, ils ont voulu, parce qu'on est dans une bataille industrielle, hein, il faut le dire tel quel, ils ont voulu se dire on va faire une triplette pour être plus court, puisque les concurrents dont je vais parler sont plus courts. C'est un échec, il faut le dire tel quel. Alors, c'est un échec parce que quand vous voyez leur double traitement, avec simplement, j'ai oublié de vous dire, vous avez les antiviraux directs, il y a 3 cibles. Il y a une cible anti-protéase, anti-NS5-3, et il y a des cibles qui s'appellent anti-NS5A et anti-NS5B. D'accord ? Alors, vous combinez, chaque société a fait des approches différentes en termes de combinaison. Le problème, c'est que quand vous mettez, moi je suis un garçon toujours simple, si vous mettez 3 médicaments au lieu de 2, il faut que le troisième vous apporte quelque chose. On est d'accord? Donc déjà, le concept de 8 semaines pour 3 médicaments m'interpellait parce que pour un mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se rajouter un médicament qui a toujours un risque potentiel d'effet secondaire? On sait ça, vous êtes des pharmaciens, vous le savez mieux que moi. Quoi qu'il en soit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous voyez qu'en rajoutant un médicament, vous n'avez jamais de supériorité de ce fameux bras qui est en fait souvent même un petit peu en dessous pour des raisons qu'on ne comprend pas de vous à moi très bien, mais vous savez ce que j'en crois, c'est que finalement le voxilaprévir qui est à rajouter, cette IP qui a été rajoutée n'apporte pas finalement grand-chose et quand je diminue la durée, en tout cas, elle n'augmente pas mon efficacité. D'accord? Parce que n'oubliez pas que les durées de traitement ne sont pas les mêmes. Et donc en fait, et c'est pour ça que là maintenant, on va voir dans quelles conditions cette triplette va être autorisée de Gilead. Je peux déjà vous donner mon billet, c'est pour les résistants uniquement. Je ne vois pas le gouvernement, quand on voit les problèmes de coûts, dire je vais payer plus cher pour quelque chose qui ne fait pas mieux. D'accord? Elle va être réservée, mais elle pose déjà un problème. On va y venir plus loin parce qu'on a eu des dossiers, j'ai 2 malades qui sont en attente,
où je vais les passer aux RCP où je passais plus beaucoup de dossiers, mais j'ai appelé des virologues pour que Laurence Bocquet pour qu'on en rediscute des dossiers très complexes. C'est ces fameux résistants. Ces malades, c'est 2-3% de malades qui ont eu des traitements et qui ont rechuté. Donc, ils sont résistants. Alors, ils sont résistants. Il y a une fameuse mutation qui nous embête beaucoup, c'est celle-ci, la Q80. Et vous voyez que quand on est génotype 1A, vous faites cette triplette, eh bien, vous êtes un peu gêné avec cette mutation parce que votre triplette va moins bien marcher. Donc, on va y venir un peu plus loin. Et là, ça va être un problème de coût. Hein, ça, c'est incontestablement. Je vais essayer d'y venir plus loin. Alors, voilà la stratégie de AbbVie qui nous accueille aujourd'hui, enfin qui soutient plutôt ce symposium aujourd'hui. Donc, ils ont, eux, pris une stratégie. J'utilise un anti-NS5A. Quand vous regardez les traitements, dès que ça fait AVIR, c'est un anti-NS5A. C'est très simple. Dès que ça fait UVIR, Sofosbuvir, c'est un anti-NS5B. Facile de voir. Et quand vous êtes en EVIR, c'est une antiprotéase. Donc, comme ça, vous, quand vous avez les produits, en tout, vous dites, bon, voilà, j'ai compris, voilà. D'accord? Donc, eux, ce qu'ils font AbbVie, à l'inverse de Gilead qui avait fait Sofosbuvir, anti-NS5B, plus un anti-NS5A qui est le Velpatasvir, Gilead, eux, ils sont partis sur une stratégie. Honnêtement, au début, je la trouvais, j'étais dubitatif, mais j'avais oublié un élément. C'est qu'ils n'ont pas mis l'anti-NS5B qu'on considère comme nécessaire. Eux, ils se sont dit non, non, on part sur une anti-NS5A plus une anti-NS5-3, c'est-à-dire une antiprotéase. D'accord? Alors, l'avantage de ces molécules, je vais vous le montrer, c'est que c'est des vraies dernières générations. Les autres sont ce qu'on appelle des générations intermédiaires. D'accord? Alors, c'est une activité qui marche contre les polymorphismes. Quand ils sont tous présents, probablement il faut rajouter quelque chose. Parce que si vous avez des polymorphismes, c'est-à-dire des mutations de résistance, où le malade s'est pris, comme dans le VIH, un virus multirésistant qui résiste sur la position 80 ou la position 30, vous êtes dans un vrai souci. Ça, il faudra qu'on en parle un peu plus tard. C'est une fois par semaine, comme les autres, 3 comprimés, métabolisme hépatique minimal. C'est très bon pour le rein. Pourquoi? Parce que les autres produits ayant une élimination rénale, ce produit-là, ça va être le produit dans l'insuffisance rénale. Je ne vois pas comment on va proposer un traitement à des patients s'ils n'ont pas qu'une insuffisance rénale. Je fais vite. Vous voyez que pourquoi c'est des nouvelles molécules, on le voit bien. Ça, c'est tout ce qu'on a actuellement. Ça, c'est le Voxila-Prévir, le dernier. Vous voyez que lui, il est en permanence. Le Prévir de AbbVie est en permanence en dessous. Si vous regardez son activité anti-NS5A, c'est redoutable par rapport aux autres. Et c'est pour ça que la stratégie de AbbVie a marché, parce que même le Elbasvir, ou le Velpatasvir, qui est celui de Gilead, vous voyez qu'il marche beaucoup moins bien de vitro. C'est pour ça que 2 ont suffi. Je vais vite. Donc là, en termes de résistance, ça marche bien par rapport aux autres. Donc vous êtes avec un produit, c'est incontestablement une vraie nouvelle de génération. Alors une fois qu'on a dit ça, vous voyez que ça marche dans les résistances. Eh bien, quand vous testez tout ça, vous voyez, l'étude était redoutable. Hein. C'est 99, 99, 95, 97. Le génotype 3 est toujours un petit problème, mais on est très haut maintenant. Et vous voyez qu'il y a des génotypes, vous êtes à 100. C'est simple. Hein. Vous traitez tout le monde, vous guérissez tout le monde. Donc ça, c'est les études chez les patients non cirrhotiques, naïfs ou pré-traités. Donc vous voyez que chez le non cirrhotique, qu'il soit pré-traité ou pas, tranquille, vous pouvez y aller. Si vous avez un malade cirrhotique naïf, eh bien, alors qu'avant on était embêté avec les cirrhotiques, on est à 99%. Et donc c'est pour ça que l'AMM de ces produits est assez simple. C'est si vous n'êtes pas cirrhotique, naïf ou pré-traité, c'est 8 semaines. Si vous êtes cirrhotique, c'est 12 semaines. Si vous êtes génotype 3 et que vous avez été pré-traité, il faut faire 16 semaines. Honnêtement, ce n'est pas l'association qu'on utilisera. On partira probablement sur Gilead, parce que le 16 semaines chez le cirrhotique, je suis moins convaincu. Il y a une vraie question qui n'est pas abordée là et que je vais vous le dire, c'est que je crois qu'on va être obligé dans une situation, il y a les 2 dossiers que j'ai mis de côté, j'en ai parlé avec Laurence Bocquet qui est notre virologue, je pense qu'on sera obligé de faire, et ça va coûter cher pour quelques malades, Sofosbuvir plus l'association de AbbVie, parce que le malade a des résistances au Velpatasvir. Donc on sera obligé de combiner le Sofo qui est tout seul à le rajouter au Maviret, c'est-à-dire faire une triplette maison, comme on fait dans le VIH, hein, si vous me permettez le terme, on fera des associations maison. Alors, la tolérance est très bonne. Hein. Franchement, on n'a jamais vu ça. Dans l'hépatite C, quand on faisait l'interféron, on était à près de 30% de résistance. Donc, juste pour vous dire que les États-Unis, pour vous montrer combien ils sont loin de la France, voilà, ça c'est à Philadelphie. Ils savent qu'ils ont 70 000 à peu près nombre de personnes par millier d'habitants. Ça c'est la cascade de l'OMS, pardon. Ça, c'est l'OMS.
c'est les 70 millions de patients. Vous voyez qu'ils disent qu'actuellement, il n'y a que 2%, même pas de gens qui sont traités. Ça, c'est dans le monde. Évidemment, en France, on est très au-dessus de ça. Ça, c'est les États-Unis. Ils ont 250 000 patients. Ils ont des patients qui sont avec un ARN. Donc, vous voyez, ça, c'est leurs données. Ils ont fait une recommandation de tests pour les baby boomers. Ça a augmenté le dépistage. Tout va bien. Le problème, c'est quand vous êtes aux États-Unis, vous dites, OK, super, c'est super les gars, vous avez dépisté, vous êtes les meilleurs. Mais après, c'est pas que je suis anti-américain, loin de là, parce que j'adore les États-Unis. Mais j'aime bien quand ils présentent leurs données pour montrer que le problème est politique. Eh bien, vous voyez que quand vous êtes à 47% de dépistage, vous avez 22% de malades qui sont infectés, qui sont donc candidats au traitement. Regardez combien de malades sont au traitement, 3%. Parce que c'est un parcours du combattant aux États-Unis. Il faut remplir des papiers, il faut avoir une bonne assurance qui vous couvre. Et si vous ne l'avez pas, c'est bonne année. Vous êtes en dehors du traitement. Voilà, j'ai fini pour vous dire que finalement, eh bien, tout le monde est d'accord. Hein, il faut faire des dépistages ciblés des populations à risque. Le dépistage à la population générale, il va être recommandé. Il est recommandé par l'EASL parce qu'on sait que c'est la seule stratégie. Et puis, le dépistage selon l'année de naissance, ça ne marche pas en France, hein, parce qu'il n'y a pas de pic en France suivant l'âge. La prévalence est stable, quelle que soit les tranches d'âge. Et donc, ça ne va pas être recommandé, ça ne l'a pas été. Et en fait, c'est dépistage probablement universel plus traitement universel vers lequel on s'oriente dans les mois à venir. J'ai fini.